Un millionnaire a un accident et est soigné par la femme qu'il avait méprisée dans le passé. Il était un millionnaire arrogant, habitué à plier le monde à sa volonté, jusqu'à ce qu'un accident le laisse entre les mains de la seule femme qui avait osé le mépriser autrefois. Et il ne fallut qu'un regard, un souvenir amer, pour que tout ce qu'il croyait contrôler commence à s'effondrer. Entre blessures ouvertes et vérité tue, naquit quelque chose que même sa fierté ne put empêcher, un amour inattendu, dangereux et absolument impossible à nier. Pardon d'interrompre ton histoire, mais si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Bénis cette chaîne en nous aidant à grandir et que Dieu te le rende au centuple. Merci et bon visionnage. La tempête déchaînait sa fureur sur la route sinueuse qui serpentait entre les pics escarpés du massif des Alpes. Les nuages noirs avaient englouti le ciel des Alpes françaises comme des bêtes affamées, transformant l'après-midi en une nuit prématurée. Les éclairs illuminaient brièvement le paysage fantomatique de pins et de rochers avant de le replonger dans l'obscurité. Alexandre Vidal-Dumas serrait le volant de sa Lamborghini avec plus de force, tandis que la pluie frappait violemment le pare-brise. À 42 ans, le promoteur immobilier le plus influent de Paris n'avait jamais eu peur en conduisant, mais cette fois, un frisson lui parcourut l'échine. Le GPS avait cessé de fonctionner depuis plusieurs kilomètres, et le signal du téléphone s'était évanoui comme de la fumée entre ses doigts. « Putain de tempête !» grogna-t-il entre ses dents, ralentissant alors qu'il tentait de discerner la route à travers les rideaux d'eau. Son voyage d'affaires à Lyon s'était terminé plus tôt que prévu, et son arrogance l'avait poussé à prendre un raccourci pour retourner dans la capitale. Il le regrettait désormais profondément. Le virage surgit soudain, trop serré, trop traître. Alexandre tourna brusquement le volant, mais les pneus glissèrent sur l'asphalte mouillé comme sur de la glace. Le monde entier sembla ralentir, pendant que le véhicule de luxe dérapait vers le ravin. L'impact contre la rambarde fut brutal, suivi par le crissement métallique de la voiture qui se retournait. Les vitres explosèrent autour de lui, alors que la voiture dévalait la pente, pour s'arrêter enfin contre un groupe d'arbres. Le silence qui suivit fut seulement troublé par le martèlement constant de la pluie sur la carrosserie éventrée et le sifflement de la vapeur s'échappant du moteur. Madame Lucie fut la première à voir les lumières de l'accident depuis la fenêtre de sa petite épicerie. À 65 ans, elle avait assisté à assez de tragédies sur ses routes pour savoir que chaque minute comptait. « Raymond, quelqu'un est tombé dans le ravin. Apporte les lampes torches !» cria-t-elle à son mari tout en enfilant hâtivement son imperméable en plastique. Une demi-heure plus tard, 4 hommes du village transportaient le corps inconscient d'Alexandre sur une civière de fortune faite d'une vieille porte. Son visage était couvert de sang et sa jambe droite formait un angle impossible. « Emmenez-le à la clinique communautaire », ordonna Raymond, s'essuyant le visage détrempé du revers de la main. « C'est le plus proche qu'on ait. » La clinique Saint-Christophe n'était guère plus qu'une grande maison adaptée pour accueillir des urgences médicales. Ses murs en adobe blanchi à la chaux contrastaient avec le toit en tuiles rouges, et une modeste enseigne en bois sculpté annonçait sa fonction. Éloignée des grands hôpitaux urbains, elle était le seul refuge médical pour les 15 villages disséminés dans les montagnes. Lorsque la porte s'ouvrit brusquement, la docteure Isabelle Rameau-Castagnier leva les yeux de ses dossiers. À 35 ans, elle dirigeait la petite clinique avec un mélange de passion et d'obstination qui intimidait même les plus endurcis de la région. « Docteur, un accident au virage du diable !» s'écria Raymond tandis que les hommes entraient avec le blessé. Isabelle réagit immédiatement, pointant la salle d'urgence. « Déposez-le là ! Camille, j'ai besoin du matériel de traumatologie tout de suite. » Tout en découpant la chemise détrempée de l'inconnu, Isabelle travaillait avec la précision de ceux qui ont appris à accomplir des miracles avec le minimum. La petite salle, éclairée par des néons clignotants, était bien loin des équipements des hôpitaux de luxe de Paris, mais elle compensait le manque de moyens par sa compétence et sa détermination. Fracture ouverte du tibia et du péroné, possible traumatisme crânien, multiples lacérations, murmura-t-elle en examinant méthodiquement le patient. Camille, prépare le bloc, il faut le stabiliser immédiatement. 3 heures plus tard, Isabelle retirait ses gants ensanglantés avec un soupir de soulagement. Ils avaient réussi à le stabiliser, mais les prochains jours seraient critiques. Camille, l'infirmière qui l'avait assisté pendant l'opération, lui tendit une tasse de café. « Tu sais qui c'est » demanda Camille à voix basse. Isabelle secoua la tête, mais quelque chose dans le visage de l'homme, maintenant débarrassé de son sang, lui semblait vaguement familier. La réponse arriva à l'aube, lorsque le blessé commença à reprendre conscience.
Isabelle était en train de changer le pansement de sa tête quand les yeux de l'homme s'ouvrirent lentement. Ils étaient d'un ambre inhabituel, perçant même dans cet état de semi-conscience. Lorsque leurs regards se croisèrent, Isabelle sentit le sol vaciller sous ses pieds. Ce visage, ses yeux, ce n'était pas possible. Où suis-je? La voix rauque de l'homme brisa le silence. À la clinique communautaire Saint-Christophe, répondit-elle, luttant pour maintenir son calme professionnel. Vous avez eu un grave accident, monsieur. Vidal, compléta-t-il avec difficulté. Alexandre Vidal. Et alors, lui aussi l'a reconnu. Ses yeux s'élargirent un instant avant de se durcir comme la pierre. Docteur Rameau, murmura-t-il, prononçant son nom comme une malédiction. Le monde est petit, n'est-ce pas? 5 ans plus tôt, Isabelle avait publiquement rejeté l'offre d'Alexandre Vidal de sponsoriser la clinique, dénonçant que cet argent provenait de la destruction de terres occitanes sacrées pour ses projets immobiliers. Le scandale avait fait la une de tous les journaux nationaux, une humiliation que l'orgueilleux homme d'affaires n'avait jamais oubliée. À présent, la vie les réunissait dans des circonstances des plus inattendues. Lui, blessé et vulnérable. Elle, avec sa vie littéralement entre ses mains. Alexandre tenta de se redresser, mais la douleur le força à se rallonger. Son regard, cependant, n'avait rien perdu de son intensité. « Je veux que vous seul vous occupiez de moi », déclara-t-il d'une voix faible mais autoritaire. « Personne d'autre ne touchera à mes blessures. » Isabelle fronça les sourcils. « Monsieur Vidal, ceci est une petite clinique, avec un personnel limité. Je ne peux pas. Si vous voulez que votre précieuse clinique continue à recevoir des fonds du gouvernement, vous ferez exactement ce que je dis, » l'interrompit-il, un sourire glacé aux lèvres. « J'ai des amis bien placés, docteur. Quelques appels, et cet endroit fermera ses portes pour de bon. » Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le trancher au scalpel. Dans les yeux d'Isabelle brillait un éclat d'indignation, mais aussi le poids de la responsabilité. Cette clinique était le seul service médical pour des milliers de personnes sur des centaines de kilomètres. « Comme vous voudrez, » répondit-elle finalement d'une voix maîtrisée. « Mais rappelez-vous une chose, monsieur Vidal. Ici, dans ces montagnes, votre argent ne peut pas tout acheter. » Alexandre esquissa un faible sourire en refermant les yeux. « On verra bien, docteur. On verra bien. » La tempête dehors s'était calmée, mais une autre, bien plus dangereuse, commençait à se former entre ces 4 murs. L'aube filtrait à travers les rideaux usés de la petite clinique quand Isabelle termina de vérifier pour la 3e fois les signes vitaux d'Alexandre Vidal. Ses doigts, bien que fermes, trahissaient la fatigue d'une nuit blanche. Elle avait passé les 8 dernières heures à surveiller l'évolution du patient, déchirée entre son devoir de médecin et l'indignation bouillonnante en elle. Sa tension artérielle reste stable, nota-t-elle mécaniquement dans le dossier, évitant de croiser les yeux ambrés qui la suivaient comme un prédateur. « Vous êtes toujours aussi bavarde avec vos patients, docteur. » La voix d'Alexandre était plus forte ce matin, reflet de l'énergie qu'il commençait à retrouver. « Ou vous réservez votre silence uniquement pour moi ?» Isabelle le regarda enfin, affrontant ce sourire arrogant avec la même détermination qu'elle mettait à affronter les pénuries quotidiennes de sa clinique. « Monsieur Vidal, je parle quand j'ai quelque chose à dire. En ce moment, la seule chose importante, c'est que votre rétablissement suit son cours. » Alexandre tenta de s'ajuster dans le lit, réprimant une grimace de douleur quand sa jambe plâtrée toucha le drap. « Je peux presque sentir votre mépris, docteur. C'est rafraîchissant. La plupart des gens me couvrent de compliments lorsqu'ils me rencontrent. Peut-être parce qu'ils ne vous connaissent pas vraiment, » répliqua-t-elle en rangeant le stéthoscope dans la poche de sa blouse. « Le petit déjeuner arrivera dans une demi-heure. Vous devez reprendre des forces. » Alors qu'elle marchait vers la porte, la voix d'Alexandre la retint. « Vous pensez encore que je suis un monstre à cause de ce projet sur les terres occitanes sacrées? Cela fait 5 ans, docteur. Beaucoup de choses ont changé. » Isabelle se retourna lentement, ses yeux sombres brillant d'une intensité qui surprit le milliardaire. « Ce qui a changé, c'est le paysage de ces terres, monsieur Vidal. Là où il y avait des forêts et des sources sacrées, il y a maintenant des hôtels de luxe et des terrains de golf. Ce qui n'a pas changé, ce sont les gens déplacés qui vivent dans la misère pendant que vous multipliez vos millions. » Le silence qui suivit était si dense qu'il semblait être un autre patient dans la chambre. Finalement, Alexandre le rompit d'un rire doux, presque admiratif. « J'avais oublié à quel point vous pouviez être direct, docteur Rameau. C'est une qualité rare de nos jours, quand tout le monde semble avoir un prix. Certains d'entre nous en ont un, » répondit-elle depuis le seuil. « Seulement, il n'est pas aussi bas que vous le pensez.
Les jours suivants instaurèrent une routine tendue. 3 fois par jour, Isabelle entrait pour examiner son patient VIP. Ils échangèrent des paroles tranchantes comme des scalpels, puis elle repartait s'occuper des autres patients qui débordaient la modeste clinique. Malgré son rejet initial, elle avait respecté la condition d'être la seule à s'occuper de lui, réorganisant les tours et sacrifiant ses rares heures de repos. Le soir venu, quand la clinique sombrait dans un silence seulement interrompu par les bruits occasionnels de la montagne, Isabelle s'asseyait dans son petit bureau, écrasée par le poids de sa responsabilité. Les menaces de Vidal n'étaient pas vaines. Un simple appel pouvait suffire à couper les subventions gouvernementales qui permettaient à la clinique de survivre. Camille, qui était devenue sa confidente depuis son arrivée dans la région 5 ans auparavant, lui apportait des tisanes pendant ses moments de réflexion nocturne. « Tu devrais te reposer, Isabelle. Tu te tues à cause de ce connard. » Isabelle sourit faiblement en acceptant l'infusion. « Ce n'est pas pour lui, Camille. C'est pour les 200 patients mensuels qui comptent sur nous, pour les enfants asthmatiques, les anciens diabétiques, les femmes enceintes sans accès à un autre service médical dans un rayon de 100 km. Il le sait, répondit Camille avec amertume. C'est pour ça qu'il te tient par les couilles. La crudité de l'expression arracha à Isabelle un éclat de rire, le premier depuis des jours. Une semaine après l'accident, lors de la visite matinale, Alexandre tenta de se lever sans aide. Le résultat fut catastrophique. Il s'écroula lourdement au sol avant qu'Isabelle ne puisse le rattraper. Pendant qu'elle l'aidait à retourner dans son lit, elle remarqua quelque chose qu'elle avait été trop occupée pour percevoir. Sous l'arrogance et le pouvoir se trouvait un homme profondément seul. « Il vous faut de la patience, monsieur Vidal. Les fractures ne guérissent ni par des décrets exécutifs, ni par des pots de vin. » À sa grande surprise, Alexandre ne répondit pas par le sarcasme. Ses yeux, d'ordinaire froids et calculateurs, laissaient entrevoir une vulnérabilité presque enfantine. « Je n'ai pas l'habitude de demander de l'aide, » murmura-t-il en évitant son regard. « Je n'aime pas cette sensation de dépendance. » Quelque chose dans son ton poussa Isabelle à s'asseoir à ses côtés sur le lit, malgré tout son bon sens professionnel. « Personne n'aime se sentir vulnérable, » répondit-elle d'une voix plus douce. « Mais parfois, il faut baisser la garde pour pouvoir guérir. » Le moment de connexion ne dura que quelques secondes avant que tous deux ne retournent à leur position de sécurité. Lui, derrière son bouclier de cynisme, elle, derrière sa barrière de professionnalisme. Cet après-midi-là, alors qu'elle examinait des radiographies dans son bureau, Isabelle reçut un appel qui glaça son sang. C'était le secrétaire régional de la santé, l'informant qu'un contrôle de routine des fonds alloués à la clinique aurait lieu la semaine suivante. Le message implicite était clair. Vidal avait commencé à mettre sa menace à exécution. Les poings serrés et la rage brouillant sa vision, Isabelle entra comme une tempête dans la chambre d'Alexandre. « C'est donc ainsi que fonctionne votre monde, n'est-ce pas ?» lança-t-elle, oubliant tout protocole médical. « Quand les choses ne vont pas dans votre sens, vous écrasez simplement ceux qui se trouvent en travers de votre route. » Alexandre la regarda, confus. « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Le contrôle. Votre appel au secrétaire de la santé. Vous pensez que je ne reconnais pas une menace déguisée quand j'en vois une ?» Le milliardaire se redressa lentement, son expression passant de la confusion à la compréhension. « Je n'ai appelé personne, docteur Rameau. Mon téléphone est en miettes au fond d'un ravin au cas où vous l'auriez oublié. » La conviction dans sa voix fit douter Isabelle pour la première fois. « Vous attendez de moi que je croie à une coïncidence? Après votre menace explicite, je n'attends rien de vous, » répondit-il calmement. « Mais je vous donne ma parole. Je n'ai contacté personne depuis mon arrivée ici. » Quelque chose dans son regard, pour la première fois dénué d'arrogance, la déstabilisa. Une pensée troublante commença à germer dans son esprit. Si Vidal disait vrai, qui d'autre aurait intérêt à faire fermer la clinique? Ce soir-là, alors qu'elle observait par la fenêtre les lumières éparses des petits villages de la montagne, Isabelle sentit qu'un changement fondamental s'était opéré. Le combat qu'elle pensait mener contre un ennemi bien identifié s'était transformé en un champ de bataille incertain où elle ne distinguait plus clairement les alliés des adversaires. Et ce qui la troublait le plus, c'était que, pour la première fois depuis sa rencontre avec Alexandre Vidal, une part d'elle avait envie de le croire. Le docteur Ernest Vallier observait depuis la fenêtre de son bureau Isabelle traverser la cour centrale de la clinique, un café dans une main, et le dossier médical d'Alexandre Vidal dans l'autre. À 45 ans, Vallier était le directeur administratif de la clinique Saint-Christophe,
un poste obtenu davantage grâce à ses connexions politiques qu'à ses compétences médicales. Chaque jour, elle passe plus de temps avec lui, murmura-t-il pour lui-même en ajustant le nœud de sa cravate, un luxe déplacé dans cet environnement rural, reflet de ses ambitions contrariées. L'arrivée du milliardaire à la clinique avait profondément bouleversé le fragile équilibre de pouvoir que Vallier avait mis des années à construire. Avant Vidal, c'était lui qui tirait les ficelles administratives, qui décidait quels cas étaient prioritaires et qui gérait les relations avec les autorités régionales. Mais à présent, tous les regards étaient tournés vers l'homme d'affaires accidenté et la docteure qui le soignait personnellement. « Docteur Vallier, les formulaires que vous aviez demandés sont arrivés », annonça Thérèse, la réceptionniste, interrompant ses pensées. « Merci », répondit-il sèchement, sans détourner les yeux de la fenêtre. « La docteure Rameau a-t-elle dit quelque chose au sujet de notre distingué patient ?» La femme secoua la tête. « Elle a juste mentionné que sa récupération suivait son cours normalement. » Vallier se retourna enfin, un sourire calculateur se dessinant sur son visage anguleux. « Tu sais, Thérèse, je m'inquiète que notre cher docteur ne soit manipulé par cet homme. » « Manipulé ?» La réceptionniste fronça les sourcils, perplexe. « Ne trouves-tu pas étrange que le même homme d'affaires qui a tenté de détruire la réputation d'Isabelle il y a des années soit maintenant l'objet de toute son attention ?» Vallier s'approcha, baissant la voix comme s'il partageait un secret précieux. « Les hommes comme Vidal ne pardonnent pas, Thérèse. Ils attendent simplement le bon moment pour se venger. » La graine du doute était plantée. Au cours des jours suivants, Vallier poursuivit sa campagne discrète, distillant ses inquiétudes aux infirmières pendant les pauses café, partageant des coïncidences troublantes avec le personnel d'entretien, évoquant par hasard devant les patients comment d'autres centres médicaux ruraux avaient été fermés après que des investisseurs urbains s'y étaient intéressés. « Ma cousine travaillait dans une clinique communautaire près de l'Ardèche », dit-il à Camille en révisant l'inventaire des médicaments. « Un homme d'affaires venu de la capitale est arrivé, a promis des dons, a gagné la confiance de tout le monde, et 6 mois plus tard, le terrain appartenait à une chaîne hôtelière américaine. » Camille, toujours loyale envers Isabelle, resta sceptique. « Monsieur Vidal a du mal à marcher, docteur. Je doute qu'il prépare une conspiration immobilière depuis son lit. Le loup le plus dangereux, c'est celui qui fait semblant d'être blessé, » répondit Vallier, la laissant avec cette image troublante en s'éloignant dans le couloir. La véritable opportunité pour Vallier arriva 2 semaines après l'accident. Une tempête avait renversé plusieurs poteaux électriques, laissant la clinique dépendante d'un générateur au carburant limité. Tandis qu'Isabelle s'efforçait de maintenir les équipements essentiels en marche, Vallier trouva le moment idéal pour une conversation privée avec elle. Il la trouva dans la pharmacie, comptant manuellement les doses d'insuline disponibles à la lumière d'une lampe de secours. « Il faut qu'on parle, Isabelle », annonça-t-il en refermant la porte derrière lui. Elle continua son comptage sans lever les yeux. « Je suis occupé, Ernest. »« Ça peut attendre ?»« C'est à propos de Vidal, » insista-t-il, captant enfin son attention. « L'audit annoncé par le ministère de la Santé n'est pas une coïncidence. » Isabelle reposa le flacon qu'elle tenait et le fixa droit dans les yeux. « Vidal affirme qu'il n'a contacté personne. » Vallier laissa échapper un rire amer. « Et tu le crois? Le même homme qui a essayé de t'acheter il y a 5 ans avec sa généreuse proposition? »« Je n'ai pas dit que je le croyais, » répondit-elle prudemment. « Je ne fais que rapporter ses dires. »« Il te manipule, Isabelle. » Vallier réduisit la distance entre eux, sa voix prenant un ton plus intime. « Comme l'a fait Gustave. » Le nom tomba comme un éclair dans la pièce. Gustave, le brillant chirurgien avec qui Isabelle avait travaillé à Paris, celui qui l'avait convaincu de son amour, tout en détournant des fonds de l'hôpital universitaire. Le scandale avait détruit la carrière prometteuse d'Isabelle dans la capitale et l'avait poussée à chercher la rédemption dans cette clinique oubliée. « N'implique pas Gustave là-dedans, » avertit-elle, sa voix tremblante de colère contenue. « Tu ne vois pas les parallèles, » insista Vallier. « Des hommes puissants, charmeurs, qui te font croire que tu es unique pendant qu'ils t'utilisent pour leurs propres intérêts. » Il s'approcha encore, prenant sa main avec une familiarité qu'elle ne partagea pas. « Je tiens à toi, Isabelle. Je l'ai toujours fait. Depuis le jour où tu es arrivé ici, il y a 5 ans, j'ai... »« Ça suffit, Ernest, » l'interrompit-elle en retirant sa main. « Nous avons déjà eu cette conversation. Nous sommes collègues, rien de plus. »« Et pourtant, tu passes des heures avec Vidal, » répliqua-t-il, son ton affectueux se muant en accusation. « Un homme qui incarne tout ce que tu dis, méprisé. » L'expression d'Isabelle se durcit. « Ma relation avec Monsieur Vidal est strictement professionnelle. Comme avec Gustave au début, non ?»
La frappe était calculée et précise, jusqu'à ce qu'il t'amène à compromettre tes principes. Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, une infirmière ouvrit brusquement la porte. « Docteur Rameau, le patient de la chambre 103 est en pleine crise. » Isabelle sortit rapidement, remerciant intérieurement cette interruption, mais les mots de Vallier continuaient de flotter dans son esprit comme une brume toxique. Ce soir-là, alors qu'elle effectuait une dernière vérification auprès de Vidal avant de partir, Isabelle se surprit à analyser chaque parole, chaque geste de l'homme d'affaires, avec une méfiance renouvelée. L'ombre de Gustave, qu'elle croyait enfouie dans le passé, venait d'être ressuscitée par Vallier avec une précision chirurgicale. « Vous avez l'air fatigué, docteur », commenta Alexandre, la prenant au dépourvu par son observation. « Les jours ont été compliqués », répondit-elle laconiquement. « Autre chose que la panne d'électricité » demanda-t-il, révélant une perspicacité qui la déstabilisa. Isabelle s'arrêta un instant, songeant à lui faire part de ses soupçons concernant l'audit. Mais les paroles de Vallier résonnaient encore dans sa tête. « Des hommes puissants, charmeurs, qui te font croire que tu es unique. Rien d'important, » finit-elle par dire, reculant vers la sécurité de sa distance professionnelle. Ce qu'Isabelle ignorait, c'est qu'alors qu'elle luttait contre ses doutes, Vallier avait déjà franchi l'étape suivante de son plan. Ce même après-midi, il avait envoyé un rapport détaillé au ministère de la Santé, suggérant que l'attention excessivement personnalisée, accordée à Vidal, pouvait constituer une utilisation abusive des ressources publiques. Les ombres s'allongeaient sur la clinique Saint-Christophe, et la plus noire n'était pas causée par l'absence d'électricité, mais par l'ambition d'un homme prêt à tout pour ne pas perdre son petit royaume, peu importe qui il lui faudrait détruire pour y parvenir. L'aube se levait paresseusement sur le massif des Alpes, quand les premières gouttes de pluie commencèrent à frapper les fenêtres de la clinique Saint-Christophe. Le ciel, teinté d'un gris plombé, annonçait une nouvelle de ces tempêtes qui s'abattaient régulièrement sur la région à cette période de l'année. Alexandre Vidal observait les nuages depuis son lit, conscient qu'il s'apprêtait à atteindre 3 semaines dans ce lieu si éloigné de son luxueux penthouse du 7e arrondissement de Paris. Sa jambe, bien que toujours plâtrée, le faisait moins souffrir, et les vertiges post-traumatiques avaient considérablement diminué. Sa convalescence progressait, mais une inquiétude croissante l'empêchait de dormir la nuit. La docteure Rameau se montrait de plus en plus distante, comme si elle avait érigé un mur invisible entre eux. « Bonjour, monsieur Vidal. » La voix professionnelle d'Isabelle interrompit ses pensées. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Comme un prisonnier dans une cellule de luxe, » répondit-il, tentant de provoquer une réaction émotionnelle chez elle. Même si j'imagine que « luxe » est un bien grand mot pour décrire cette chambre. Isabelle ne s'y a même pas pendant qu'elle vérifiait les moniteurs et notait les constantes dans le dossier médical. Son visage, impassible comme un masque, ne trahissait rien. « Vos paramètres sont normaux », commenta-t-elle en ignorant délibérément la provocation. « L'inflammation a nettement diminué. Si cela continue ainsi, nous pourrons envisager votre transfert à Paris dans environ 2 semaines. » Alexandre l'observa avec intensité. Il y avait quelque chose de différent en elle, une tension qui n'existait pas les jours précédents. « Il se passe quelque chose, docteur ? Vous semblez dernièrement plus méfiante envers moi. » Isabelle le regarda pour la première fois ce matin-là. « Je maintiens simplement la distance professionnelle appropriée, monsieur Vidal. Rien de plus. » Avant qu'il ne puisse répondre, le son des sirènes brisa le calme matinal. Quelques secondes plus tard, Camille apparut à la porte, la panique évidente sur son visage. « Docteur, accident à la mine Saint-Élie, plusieurs blessés graves en route. » La transformation d'Isabelle fut instantanée. Son regard s'aiguisa, sa posture changea, et une énergie presque palpable émana d'elle alors qu'elle commençait à donner des ordres précis. Préparez le bloc opératoire et les 2 salles d'urgence. Appelez tout le personnel disponible. Je veux l'inventaire exact de sang groupe O et des antibiotiques à large spectre restants. Camille disparut pour exécuter les instructions pendant qu'Isabelle se dirigeait vers la porte. Avant de sortir, elle jeta un bref regard à Alexandre. « Restez dans votre chambre, je vous en prie. Nous aurons besoin de tout l'espace disponible. » Pendant les heures suivantes, Alexandre entendit le chaos contrôlé se dérouler dans les couloirs. Des voix urgentes, du matériel médical transporté à la hâte, des gémissements de douleur et des ordres clairs. La curiosité finit par vaincre sa promesse de rester dans la chambre. S'appuyant sur les béquilles qu'il venait tout juste de commencer à utiliser, il jeta un coup d'œil dans le couloir. Ce qu'il vit le laissa figé. La petite clinique s'était transformée en un champ de bataille médical. Des brancards improvisés
occupait chaque recoin, et le personnel, clairement en sous-effectif, courait d'un patient à l'autre sous la direction d'Isabelle, qui travaillait sans relâche au cœur du tumulte. Ses mains se déplaçaient avec une précision millimétrée, alors qu'elle suturait une profonde blessure au thorax d'un mineur couvert de poussière et de sang. À sa droite, un autre homme gémissait tandis que Camille stabilisait une fracture ouverte similaire à celle qu'Alexandre avait lui-même subie. L'odeur d'antiseptique mêlée à celle du sang et de la sueur créait une atmosphère dense et oppressante. « J'ai besoin de plus de compresses ici. » La voix d'Isabelle, ferme malgré l'épuisement, résonna dans le couloir. Alexandre réagit instinctivement. Boitant sur ses béquilles, il atteignit l'étagère la plus proche où il aperçut des boîtes de matériel médical. Il prit plusieurs compresses stériles et s'approcha d'elle, les lui tendant sans un mot. Isabelle le regarda, surprise, mais l'urgence ne permettait pas de distraction. « Merci », murmura-t-elle en prenant les compresses et en les appliquant sur la plaie hémorragique. « Retournez maintenant dans votre chambre. Ce n'est pas sûr pour vous d'être ici. »« Je peux aider », insista-t-il en observant un autre mineur être amené, sa respiration si faible qu'elle embuait à peine son masque à oxygène. « Vous avez des connaissances médicales, monsieur Vidal ?» demanda-t-elle avec une pointe de sarcasme tout en terminant sa suture. « Je sais suivre des instructions », répondit-il avec une humilité qui les surprit tous les deux. Quelque chose dans son ton poussa Isabelle à le regarder à nouveau, l'évaluant. Finalement, elle acquiesça. « Camille a besoin d'aide. Vous pouvez tenir les poches de perfusion pendant qu'elle change les pansements. » Au cours des 6 heures suivantes, Alexandre Vidal, le puissant homme d'affaires habitué à ce que les autres exécutent ses ordres, devint un assistant de plus dans cette petite clinique rurale. Il tint des perfusions, passa des instruments, aida à immobiliser des membres pendant la pause d'attelle, et offrit même quelques mots de réconfort aux mineurs blessés, dans un français simple, bien loin de son habituel ton de cadre supérieur. La tempête dehors s'intensifia, et le générateur de secours commença à faiblir, plongeant certaines parties de la clinique dans une pénombre intermittente. Alexandre observait Isabelle travailler sous cette lumière vacillante, sa concentration inébranlable, tandis qu'elle luttait littéralement contre la mort qui rôdait autour des blessés les plus graves. « Le générateur ne tiendra plus longtemps », annonça Thérèse, la réceptionniste devenue coordinatrice d'urgence. « Nous sommes presque à court de diesel. » Alexandre vit l'inquiétude traverser le visage d'Isabelle, tandis qu'elle s'efforçait frénétiquement de stabiliser un jeune mineur avant une coupure totale de courant. « Monsieur Vidal, il y a un téléphone satellite dans mon bureau, » dit-elle sans détourner le regard de son patient. « Appelez le numéro collé à côté de l'appareil. C'est le contact d'urgence à Grenoble. Dites-leur que nous avons un besoin urgent d'un hélicoptère médical. » Sans discuter, Alexandre se dirigea vers le petit bureau, ignorant la douleur lancinante dans sa jambe, tandis que l'adrénaline le poussait à continuer. Il passa l'appel, utilisant toute son autorité naturelle pour souligner la gravité de la situation et la nécessité d'une aide immédiate. Lorsqu'il revint, il trouva Isabelle en train de soigner un autre patient à la faible lumière d'une lampe à batterie. La sueur perlait sur son front et ses mains, bien que fermes, trahissaient la fatigue accumulée. « Ils viendront dès que la tempête se calme », annonça-t-il en s'approchant d'elle. « Peut-être 1 heure si le temps s'améliore. » Isabelle hocha la tête sans répondre, concentrée sur sa tâche. Instinctivement, Alexandre prit une compresse et essuya la sueur de son front. Le geste, si intime et inattendu, la fit lever les yeux. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent sans les barrières habituelles de ressentiment ou de méfiance. « Merci », murmura-t-elle en revenant à son travail. Dans ce bref moment de connexion, leurs mains se frôlèrent accidentellement. Alexandre sentit une décharge électrique lui parcourir le corps, une chaleur qui n'avait rien à voir avec de la fièvre ou l'effort physique. C'était quelque chose de plus profond, de plus troublant, un simple contact humain dépourvu d'intentions cachées ou de jeu de pouvoir. Plus tard, lorsque l'hélicoptère parvint enfin à atterrir et que les cas les plus graves furent évacués, Alexandre s'effondra épuisé sur une chaise du couloir principal. De là, il observa Isabelle donner ses dernières instructions à l'équipe médicale, son autorité naturelle s'exprimant sans effort, malgré l'épuisement évident. « Elle est extraordinaire », pensa-t-il, surpris par la sincérité de sa propre admiration. Quand le dernier patient fut soigné et que la clinique retrouva enfin une certaine normalité, Isabelle s'approcha de lui, lui tendant un verre d'eau. « Vous devriez vous reposer, monsieur Vidal. Vous avez déjà fait plus que ce que votre état permet. » Il prit le verre,
ses doigts frôlant à nouveau les siens. Cette fois, le contact ne fut pas accidentel, et aucun des deux ne se retira immédiatement. « Je comprends maintenant », dit-il à voix basse. « Comprendre quoi ?» demanda-t-elle, s'autorisant enfin à s'asseoir à ses côtés. « Pourquoi vous avez refusé mon argent il y a 5 ans ?» Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, exprimaient un respect sincère qu'Isabelle n'y avait jamais vu. Ce n'était pas l'argent en lui-même, mais ce qu'il représentait. Le masque professionnel d'Isabelle vacilla un instant, révélant la femme derrière la docteure, fatiguée, vulnérable, mais inébranlablement forte. « Il y a des choses qui n'ont pas de prix, monsieur Vidal, » répondit-elle simplement. « Ce que nous faisons ici en fait partie. » Alors que l'aube commençait à filtrer à nouveau par les fenêtres de la clinique, quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Les premières fissures étaient apparues dans le mur d'arrogance et de préjugés qui les séparaient, leur permettant de se voir mutuellement, peut-être pour la première fois, non comme des adversaires, mais comme des êtres humains. La pluie frappait doucement les vitres de la petite clinique, tandis que le crépuscule teignait le ciel de tons cuivrés et violets. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'accident à la mine, et un étrange silence s'était installé entre Isabelle et Alexandre. Leur conversation était devenue brève, presque télégraphique, comme si tous deux craignaient de briser la fragile trêve instaurée pendant la crise. Isabelle examinait minutieusement la jambe d'Alexandre, évaluant l'évolution de la fracture avec des gestes experts mais prudents, évitant tout contact inutile. La proximité physique contrastait douloureusement avec la distance émotionnelle que chacun s'efforçait de maintenir. L'inflammation a considérablement diminué, commenta-t-elle d'un ton professionnel. La rééducation progresse plus rapidement que prévu. Alexandre l'observait intensément, étudiant chaque geste, chaque expression fugace traversant ce visage devenu une obsession. « Docteur Rameau », dit-il enfin rompant le schéma de réponse monosyllabique qui prévalait ces derniers jours, « pourquoi avez-vous relevé ce mur entre nous ?» La question, directe et sans détour, prit Isabelle par surprise. Ses doigts s'arrêtèrent un instant sur le bandage avant de reprendre leur tâche. « Il n'y a pas de mur, monsieur Vidal. Je maintiens simplement la distance professionnelle requise. » Mensonge. Le mot, prononcé sans agressivité mais avec une fermeté absolue, resta suspendu entre eux comme une accusation impossible à ignorer. Après ce que nous avons vécu pendant l'urgence, ceci dépasse la simple distance professionnelle. C'est de la peur. Isabelle termina de fixer le bandage et se redressa, croisant les bras comme une barrière physique venant renforcer ses défenses émotionnelles. De la peur? Et de quoi aurais-je peur exactement? Son ton était maîtrisé, mais un léger tremblement dans sa voix la trahissait. De reconnaître que vous vous êtes peut-être trompé sur moi, répondit-il, avec une honnêteté qui les surprit tous les deux. Et que moi aussi, je me suis peut-être trompé sur vous. Isabelle sentit quelque chose se tendre en elle, comme une corde prête à se rompre. Les paroles de Vallier résonnaient dans son esprit, se mêlant aux images d'Alexandre, aidant sans relâche pendant la crise, sans jamais chercher reconnaissance ni privilège. « Ce que j'ai vu, » commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots, « c'est un homme agissant avec un minimum de décence dans une situation d'urgence. Cela n'efface pas 5 années de comportements abusifs et manipulateurs envers des communautés vulnérables. » Alexandre se redressa avec effort, s'appuyant sur ses béquilles, jusqu'à se retrouver face à elle. La différence de taille s'accentuait avec sa posture droite, mais son regard n'était pas intimidant. Il était intensément sincère. « Je ne prétends pas qu'un jour d'aide puisse effacer mon passé, » répondit-il d'une voix grave. « Mais j'aimerais avoir la chance de vous montrer que les gens peuvent changer, docteur, même quelqu'un d'aussi arrogant que moi. » Un éclair illumina brièvement la pièce, suivi par le grondement lointain du tonnerre. La tempête s'intensifiait à l'extérieur, reflétant la turbulence émotionnelle grandissante entre eux. « Le changement demande plus que de belles paroles, monsieur Vidal, » répondit Isabelle, reculant d'un pas pour retrouver l'espace personnel qu'elle sentait dangereusement envahi. « Il demande des actes cohérents et une réelle compréhension des dommages causés. Et comment puis-je prouver cette compréhension si vous ne me laissez pas m'approcher ?» répliqua-t-il, avançant à nouveau, réduisant la distance qu'elle tentait de maintenir. « Depuis mon arrivée ici, j'ai découvert un monde que j'ignorais totalement. J'ai vu des médecins talentueux comme vous tout sacrifier pour des personnes que la plupart de mes confrères ne daigneraient même pas considérer. J'ai vu de la dignité et de la force, là où je ne m'attendais qu'à trouver pauvreté et résignation. » Isabelle sentait son cœur battre plus vite, tandis que les défenses qu'elle avait méticuleusement construites vacillaient. La sincérité dans la voix d'Alexandre était désarmante.
Mais ses années d'expérience avec des hommes puissants et leur jeu de manipulation la maintenaient sur ses gardes. Des paroles, monsieur Vidal. Rien que des paroles. Que voulez-vous alors? Des actes? La frustration dans sa voix était palpable. Je suis prêt à faire un don pour que cette clinique dispose enfin de tout l'équipement moderne qu'elle mérite. Quelque chose s'alluma dans les yeux d'Isabelle, une étincelle d'indignation qui se transforma rapidement en feu. Voilà, on y revient toujours. Vous pensez que tout s'achète avec de l'argent? S'exclama-t-elle, sa voix s'élevant pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Que vous pouvez acheter le pardon, la confiance, le respect? Ce n'est pas ce que je... Silence, l'interrompit-elle, toute sa frustration enfin libérée. C'est précisément ça votre problème. Vous vivez dans un monde où tout a un prix, où n'importe quel obstacle peut être contourné avec un chèque suffisamment gros. Mais devinez quoi, monsieur Vidal? Tout le monde n'est pas à vendre. La pièce resta dans un silence absolu après son éclat, seulement brisé par le martèlement constant de la pluie contre les vitres. Alexandre la fixait, son visage illisible, alors qu'il digérait chaque mot. Quand il parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure rauque. « Je n'ai jamais voulu vous acheter, Isabelle. » L'usage de son prénom créa une intimité inattendue entre eux. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi, sans le bouclier formel de Docteur Rameau. « Ce que je veux, poursuivit-il en réduisant encore la distance entre eux, c'est que vous me voyiez, pas le millionnaire, pas le chef d'entreprise impitoyable que vous avez connu il y a 5 ans. Moi, l'homme qui se réveille chaque matin dans cette chambre, redécouvrant des valeurs qu'il avait oubliées. La tension entre eux était presque physique, palpable comme l'électricité qui précède un orage. Isabelle pouvait sentir son propre cœur s'emballer, la chaleur émanant du corps d'Alexandre si proche du sien, et sa respiration haletante trahissait qu'il était tout autant troublé qu'elle. « Je ne peux pas », commença-t-elle, mais les mots moururent sur ses lèvres. Le geste fut aussi soudain qu'inévitable. Alexandre franchit la dernière distance qui les séparait, et ses lèvres trouvèrent celles d'Isabelle dans un baiser impulsif, presque désespéré. Pendant un instant éternel, le monde sembla s'arrêter. Le goût salé de larmes non versées se mêla à la douceur de ce contact inattendu. Aussi brusquement qu'il avait commencé, ils se séparèrent, abasourdis par ce qui venait de se passer. Isabelle fit 2 pas en arrière, sa main touchant instinctivement ses lèvres comme pour vérifier la réalité de ce qui s'était produit. Alexandre s'appuya lourdement sur ses béquilles, son expression mêlant surprise, peur et une lueur indéniable d'espoir. Je n'aurais pas dû, balbutia-t-il, perdant pour la première fois l'éloquence qui le caractérisait. Isabelle le fixa, son visage un champ de bataille entre l'indignation professionnelle et le désir personnel que ce baiser avait réveillé avec une force inattendue. Le silence qui les enveloppait était chargé de significations contradictoires, de chemins possibles qui se dessinaient devant eux comme un labyrinthe émotionnel sans issue évidente. « Ça ne peut pas arriver », déclara-t-elle enfin, sa voix retrouvant une part de sa fermeté habituelle. « Il y a trop d'histoires entre nous, trop de raisons pour lesquelles ce serait une erreur. Et si la seule chose qui comptait vraiment, c'était ce qu'on ressent maintenant ?» demanda-t-il, sa vulnérabilité pleinement exposée pour la première fois. Isabelle ferma brièvement les yeux, luttant contre le tourbillon d'émotions qui menaçait d'emporter toute sa maîtrise. « Ce que nous ressentons maintenant est confus, Alexandre. C'est mêlé à de la gratitude, à l'intimité forcée de cette situation, à la vérité de ce que nous sommes vraiment quand les masques tombent, compléta-t-il, son regard planté dans le sien avec une intensité qui rendait tout détour impossible. Un nouveau coup de tonnerre, plus proche cette fois, fit vibrer les vitres de la fenêtre. La pluie redoublait, enveloppant la petite clinique d'un rideau d'eau qui semblait les isoler du monde extérieur, créant un univers intime où seuls eux deux et cette nouvelle, effrayante possibilité, existaient. Isabelle prit le dossier médical qu'elle avait laissé sur la table, si agrippant comme à une bouée au milieu de la tempête émotionnelle. « Nous reverrons vos progrès demain matin », dit-elle d'une voix professionnelle, bien que le léger tremblement de ses mains trahisse son état intérieur. « Reposez-vous, monsieur Vidal. » En refermant la porte derrière elle, ils savaient tous deux que plus rien ne serait jamais comme avant. Le gouffre de méfiance entre eux restait là, profond et menaçant, mais désormais, un pont fragile avait commencé à s'y tendre. La reconnaissance mutuelle d'un désir que ni l'un ni l'autre n'avait cherché, mais qu'ils ne pouvaient plus nier. Le lendemain matin du baiser, Ernest Vallier observait depuis la fenêtre de son bureau Isabelle traverser à vive allure la cour centrale de la clinique, évitant délibérément de passer devant la chambre d'Alexandre.
Son comportement erratique n'échappait pas au directeur, dont les années d'obsession lui avaient appris à déchiffrer chaque changement subtil dans le langage corporel de la docteure. « Quelque chose a changé », murmura-t-il pour lui-même, tapotant pensivement sur son bureau. Thérèse, qui entrait avec les rapports du matin, capta l'éclat calculateur dans les yeux de son supérieur. « Docteur Vallier, le représentant du ministère de la Santé a confirmé sa visite pour vendredi », annonça-t-elle, tentant de dissimuler son inquiétude. « Il dit qu'il effectuera une inspection approfondie, comme vous l'avez demandé. » Vallier acquiesça distraitement, un mince sourire se dessinant sur ses lèvres pincées. « Parfait, Thérèse. Au fait, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel chez la docteure Rameau ce matin ?» Thérèse hésita. Sa loyauté était divisée. Elle admirait profondément Isabelle, mais la peur de perdre son emploi la maintenait sous l'influence des jeux de pouvoir de Vallier. Elle semblait distraite, répondit-elle finalement. Elle a presque renversé un plateau d'instruments quand Camille a mentionné M. Vidal. Le sourire de Vallier s'élargit. Intéressant, très intéressant. Pendant ce temps, Isabelle s'était réfugiée dans la pharmacie, réorganisant de manière obsessionnelle des médicaments qui étaient déjà parfaitement classés. Son esprit rejouait sans cesse le baiser de la veille au soir, oscillant entre l'indignation professionnelle et un désir troublant qu'elle n'arrivait pas à réprimer. « Docteur !» La voix de Camille la fit sursauter. « Monsieur Vidal vous demande depuis ce matin. Il dit que c'est urgent. » Isabelle inspira profondément, se préparant à l'inévitable rencontre. « Dis-lui que je viendrai dès que j'en aurai fini ici. » Le docteur Ménard de l'hôpital régional a aussi appelé, poursuivit Camille. Je lui ai donné ton numéro privé pour qu'il puisse te joindre directement. Ménard ? Isabelle fronça les sourcils, perplexe. Le neurologue ne contactait qu'en cas de situation extrêmement complexe. Oui, il a dit qu'il devait discuter du cas de M. Vidal. Quelque chose à propos de complications potentielles qu'il aurait repérées dans les examens que nous avons envoyés. Le cœur d'Isabelle se serra. Sans plus attendre, elle se précipita vers son bureau pour attendre l'appel, oubliant momentanément toute la confusion émotionnelle des dernières heures. Ce qu'Isabelle ignorait, c'est qu'aucun appel n'avait été passé. Vallier avait ordonné à Camille de transmettre ce faux message, lui assurant qu'il s'agissait d'un exercice d'urgence, mis en place pour évaluer la réactivité du personnel. Pendant qu'Isabelle attendait anxieusement dans son bureau, Vallier se présenta dans la chambre d'Alexandre. « Monsieur Vidal, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» demanda-t-il avec une cordialité feinte. Alexandre, qui attendait Isabelle depuis des heures, regarda le directeur avec méfiance. « Bien compte tenu des circonstances, où est la docteure Rameau ?» Vallier prit une expression de préoccupation soigneusement neutre. « Ah, elle est occupée avec une affaire personnelle. Le docteur Ménard de l'hôpital régional a demandé sa présence pour une consultation spéciale. Apparemment, ils ont une longue histoire en commun. Ils étaient très proches durant leur internat à Paris. La graine du doute était semée. » Alexandre tenta de garder une expression impassible, mais un muscle se contracta involontairement dans sa mâchoire. « Je vois, » répondit-il sèchement. « J'imagine que les urgences médicales passent en priorité. »« Bien sûr, » acquiesça Vallier, savourant secrètement la réaction de l'homme d'affaires. Même si, entre nous, toutes les urgences ne sont pas forcément professionnelles. Le secteur médical est très intime. Laissant l'insinuation flotter dans l'air, Vallier s'éclipsa pour poursuivre sa tournée, satisfait de voir l'ombre de la jalousie assombrir le visage d'Alexandre. Le piège était en place. Au cours des heures suivantes, tandis qu'Isabelle attendait en vain un appel qui ne viendrait jamais, Vallier veilla à ce qu'Alexandre entende des fragments soigneusement orchestrés de conversation, des infirmières commentant la chimie évidente entre Isabelle et le docteur Ménard durant leurs années d'internat, des rumeurs sur des dîners privés après des conférences médicales et même une prétendue offre d'emploi à l'hôpital régional qu'Isabelle envisagerait sérieusement. Lorsque finalement Isabelle entra dans la chambre d'Alexandre cet après-midi-là, l'atmosphère entre eux avait radicalement changé. L'intimité confuse de la nuit précédente avait laissé place à une froideur palpable. « Je suis désolé pour le retard, monsieur Vidal », commença-t-elle, remarquant immédiatement son changement d'attitude. « Il y avait une situation qui nécessitait mon attention. Ne vous en faites pas, docteur. Je comprends que vous ayez des affaires plus importantes à gérer, » répondit-il d'un ton sec qui la déconcerta. « Il y a un problème ?» demanda-t-elle en s'approchant pour vérifier ses constantes vitales. Alexandre écarta légèrement le bras lorsqu'elle tenta de prendre sa tension. « Rien de grave. Je me demandais simplement si tous vos patients recevaient le même traitement privilégié que moi. »
L'insinuation dans sa voix était évidente. Isabelle recula comme si elle avait reçu une gifle. « Que sous-entendez-vous exactement ?»« Rien qui ne soit évident, » répliqua-t-il, son orgueil blessé nourrissant une irrationalité qu'il savait, au fond, injustifiée. « Votre stratégie est brillante, je dois l'admettre. Gardez le millionnaire dans un état de vulnérabilité émotionnelle tout en négociant de meilleures opportunités pour votre carrière. De quoi parlez-vous, bon sang ?» La confusion d'Isabelle se transformait rapidement en indignation. De votre soudain intérêt pour retourner à l'hôpital régional, de vos consultations spéciales avec le docteur Ménard, de comment un jour vous me rejetez publiquement pour ensuite... Il s'interrompit, son regard se durcissant. Je pensais que vous étiez différente, que vos patients comptaient plus que vos ambitions. Isabelle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les accusations complètement infondées la frappaient avec une cruauté inattendue, surtout après la vulnérabilité qu'ils avaient partagée la veille. « Je n'ai aucune idée d'où vous sortez ces absurdités, » répondit-elle d'une voix tremblante de rage contenue. « Mais j'ai clairement fait une erreur hier soir. J'ai cru qu'il y avait quelque chose de sincère derrière votre arrogance, mais je vois maintenant que je me suis trompé. Vous êtes toujours le même homme manipulateur et dominateur que j'ai rencontré il y a 5 ans. Moi, manipulateur ?» Alexandre éclata d'un rire amer. C'est ironique venant de quelqu'un qui joue avec les sentiments d'un patient pendant qu'elle planifie son prochain coup professionnel. Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle le fixa, la déception visible dans chaque trait de son visage. Durant toutes ces années, j'ai tout fait pour maintenir cette clinique ouverte parce que je crois que chaque personne, même celle que le système a oubliée, mérite dignité et soin, dit-elle enfin d'une voix maîtrisée. J'ai refusé des postes dans des cliniques privées où je gagnerais 10 fois plus. J'ai sacrifié ma vie personnelle et j'ai tout donné à cette communauté. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois vers lui. Mais je vois que, pour des hommes comme vous, un tel engagement est tout simplement incompréhensible. C'est plus facile de croire aux complots et aux manipulations, parce que c'est le monde dans lequel vous vivez. À partir de demain, le docteur Garnier prendra en charge votre dossier. Je me tiendrai à l'écart, comme vous le souhaitez manifestement. Lorsque la porte se referma derrière elle, Alexandre sentit que quelque chose de fondamental se brisait en lui. La colère irrationnelle commençait à se dissiper, laissant place à une douloureuse lucidité. Il avait ruiné la seule chose authentique qu'il avait connue depuis des années, emporté par une jalousie infondée. Il tenta de se lever pour la rattraper, mais une douleur aiguë dans la jambe l'en empêcha. Lorsqu'il parvint enfin à attraper ses béquilles, Isabelle avait déjà disparu dans le couloir, emportant avec elle le fragile espoir qui avait commencé à éclore entre eux. Dans son bureau, Ernest Vallier observait, satisfait, son plan porter ses fruits. Les pièces se déplaçaient exactement comme il l'avait prévu. Bientôt, l'homme d'affaires serait transféré. La menace sur sa position disparaîtrait, et avec le temps, peut-être qu'Isabelle verrait enfin qu'il avait toujours été son seul véritable allié. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le destin avait d'autres plans, et que la graine d'un sentiment sincère, une fois plantée, est bien plus difficile à déraciner que ce que son esprit calculateur pouvait imaginer. Les heures s'écoulaient lentement pour Alexandre depuis qu'Isabelle s'était éloignée de sa vie. Le jeune docteur Garnier, désormais responsable de son suivi, était compétent mais distant, se limitant à vérifier ses constantes vitales et l'évolution de sa fracture sans aucun engagement émotionnel. Les jours se succédaient dans une monotonie morne, rythmée uniquement par les visites de routine du personnel médical et les repas insipides qu'il touchait à peine. La chambre, qu'il trouvait autrefois étroite et inconfortable, était devenue une prison aux murs blancs où ses pensées résonnaient sans fin, l'obligeant à affronter des vérités qu'il avait longtemps fuies. « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre, monsieur Vidal ?» demanda le docteur Garnier en refermant son dossier prêt à partir. « Quand pourrais-je être transféré à Paris ?» La question lui échappa mécaniquement, bien qu'il ne ressente plus réellement le besoin pressant de quitter cet endroit. « Votre rétablissement est satisfaisant. Je dirais qu'on pourrait autoriser le transfert d'ici une semaine si cela continue ainsi. » Le médecin marqua une pause. Cela dit, la docteure Rameau a suggéré qu'il serait peut-être préférable d'attendre 2 semaines pour éviter toute complication durant le voyage. Le nom d'Isabelle provoqua une douleur aiguë dans la poitrine d'Alexandre, une sensation qui n'avait rien à voir avec ses blessures physiques. « Elle suit encore mon dossier ?» demanda-t-il, tentant de dissimuler son trouble. « Bien sûr, elle le consulte chaque jour même si elle a délégué le suivi direct. » Le docteur Garnier le regarda avec curiosité. « C'est une professionnelle exceptionnelle, elle n'abandonne jamais un patient.
quelles que soient les circonstances. Resté seul, Alexandre se traîna jusqu'à la fenêtre, s'appuyant sur ses béquilles. Le coucher de soleil teintait de nuances orange et pourpre les montagnes environnantes, offrant un spectacle qu'en d'autres circonstances, il aurait trouvé magnifique. Maintenant, pourtant, la beauté du paysage ne faisait que souligner le vide qu'il ressentait. Comment en était-il arrivé là? À quel moment sa vie était-elle devenue une suite d'opérations dénuées de tout sens véritable? Il avait bâti un empire immobilier valant des millions, possédait des propriétés sur 3 continents, et pourtant, il comprenait maintenant qu'il n'avait jamais construit de véritable foyer. Ses relations personnelles suivaient le même schéma. Des amitiés fondées sur des intérêts mutuels, des romances éphémères, avec des femmes éblouies par sa fortune ou son pouvoir. Personne pour vraiment le défier, pour voir au-delà de la façade soigneusement élaborée de l'entrepreneur à succès. Personne, jusqu'à Isabelle Rameau. Alors que la nuit tombait sur la petite clinique, les lumières s'allumaient dans les différentes chambres, formant un patchwork de fenêtres éclairées devant lui. Une en particulier attira son attention. Dans le pavillon pédiatrique, récemment construit grâce à un don anonyme, qu'il soupçonnait provenir du maigre budget personnel d'Isabelle, il distingua une silhouette qui se déplaçait entre les lits. En ajustant sa position, Alexandre parvint à l'identifier. C'était elle, penchée sur le lit d'un petit garçon. Même à distance, il percevait la douceur de ses gestes alors qu'elle examinait le patient. L'enfant semblait effrayé, se reculant lorsqu'elle tenta de toucher son front. Plutôt que d'insister, Isabelle s'assit au bord du lit. Bien qu'il ne pût entendre ses mots, Alexandre imagina sa voix apaisante, la patience dont elle ferait preuve. Peu à peu, l'enfant sembla se détendre. Elle sortit quelque chose de sa poche, une petite figurine peut-être, et la lui tendit. Le sourire de l'enfant, même vu de loin, était éclatant. Ce qui se produisit ensuite resterait à jamais gravé dans la mémoire d'Alexandre. Isabelle serra le petit contre elle, le berçant doucement en lui caressant les cheveux. Il n'y avait ni caméra ni témoin, à part lui, observant sans être vu, aucun bénéfice personnel ni reconnaissance publique dans ce geste. C'était un pur élan d'amour, une compassion authentique. À cet instant, quelque chose se brisa définitivement en Alexandre. Un mur qu'il avait méticuleusement construit pendant des décennies pour se protéger de la douleur, du rejet, de la vulnérabilité. Les larmes, retenues si longtemps, commencèrent à couler sur ses joues sans qu'il cherche à les arrêter. Il se souvint de sa mère, décédée alors qu'il n'avait que 6 ans, et de comment il avait appris depuis à ne dépendre émotionnellement de personne. Il se rappela son père, un homme d'affaires implacable qui lui avait enseigné que montrer ses sentiments était une faiblesse impardonnable dans le monde des affaires. Il revit chaque relation échouée, chaque amitié sacrifiée par peur de la vulnérabilité que suppose l'affection véritable. Il avait construit sa vie sur la peur de l'abandon, la transformant en un contrôle obsessionnel de tout et de tous autour de lui. L'argent, le pouvoir, le succès professionnel, tout cela n'avait été que des outils pour tenir à distance la terreur fondamentale d'être à nouveau cet enfant brisé par la perte. Et maintenant, en observant Isabelle soigner avec désintéressement ce petit inconnu, il comprenait enfin la vérité essentielle qu'il avait si longtemps évitée. L'amour véritable n'a rien à voir avec la possession ou le contrôle. C'est, au contraire, un acte d'abandon total, de vulnérabilité consciente et courageuse. « Je me suis trompé sur toute la ligne », murmura-t-il pour lui-même, en essuyant ses larmes du revers de la main. Sur absolument tout. Les heures passèrent pendant qu'Alexandre restait immobile près de la fenêtre, son esprit revisitant des années de schémas destructeurs, de décisions motivées par la peur. Lorsque l'aube commença à éclairer les montagnes, une résolution cristalline s'était formée dans son cœur. Peu importait si Isabelle finirait par lui pardonner ou non, peu importait s'il avait une chance avec elle. Ce qui comptait, c'était de faire ce qui était juste pour la première fois de sa vie, sans attente de récompense ni de reconnaissance. Boitant jusqu'au petit bureau de sa chambre, il prit du papier et un stylo. Il se mit à écrire frénétiquement, idées, chiffres, plans. Durant les heures suivantes, il passa des appels depuis le téléphone de la chambre, prenant de court ses assistants à Paris avec des directives précises qui allaient à l'encontre totale de ses habitudes professionnelles. « Je me fiche de ce que ça coûte », lança-t-il à son avocat personnel qui remettait en question la logique financière de ses nouvelles décisions. « Fais exactement ce que je te dis, sans discuter. » Lorsque le docteur Garnier arriva pour la visite matinale, il trouva Alexandre entièrement habillé,
assis sur une chaise près de la fenêtre, arborant une expression de sérénité qu'il ne lui avait jamais vue. « Vous vous sentez bien, monsieur Vidal ?» Alexandre sourit, un sourire sincère qui illuminait ses yeux d'une manière qui déconcerta le médecin. « Je ne me suis jamais senti aussi bien, docteur. Je viens de prendre la décision la plus importante de ma vie. Puis-je vous demander laquelle ?» Alexandre regarda en direction du pavillon pédiatrique où Isabelle venait de réapparaître pour entamer sa tournée matinale. « J'ai décidé d'arrêter de me cacher, » répondit-il simplement, « et de commencer à vivre vraiment. » Le médecin ne saisit pas toute la portée de ces mots, mais il remarqua un changement profond chez son patient. L'arrogance défensive avait disparu, remplacée par une détermination calme qui transfigurait sa présence. Ce que le docteur Garnier ne pouvait pas savoir, c'est que durant cette longue nuit d'introspection, l'homme qui était entré à la clinique Saint-Christophe quelques semaines plus tôt était mort métaphoriquement. Et à sa place, quelqu'un de nouveau était né, quelqu'un décidé à reconstruire sa vie sur des bases véritables, même si cela signifiait démolir tout ce qu'il avait cru important. La décision était prise. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Le matin se leva dans la brume sur les montagnes, comme si la nature elle-même pressentait la tempête sur le point d'éclater à la clinique Saint-Christophe. Ernest Vallière était arrivé inhabituellement tôt, costume impeccable et mallette de cuir en main, projetant l'image d'autorité qu'il jugeait nécessaire pour mener le coup qu'il avait planifié. Thérèse l'observait avec inquiétude pendant qu'il consultait quelques documents à la réception. « Vous avez confirmé la présence de tous les membres du conseil d'administration ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Oui, docteur. Les 6 seront là à 9 heures précises, » répondit-elle, incapable de masquer son anxiété. « Dois-je prévenir la docteure Rameau de la réunion ?» Vallier sourit avec une froideur calculée. « Bien sûr, il est essentiel que notre estimée directrice médicale soit présente pour cet ajustement administratif. » Pendant ce temps, Isabelle terminait sa garde de nuit dans le pavillon pédiatrique. Michael, le petit patient de 5 ans atteint de pneumonie, avait enfin réagi au traitement. Sa fièvre était tombée pendant la nuit et il dormait à présent paisiblement, serrant dans ses bras le petit jouet qu'elle lui avait offert. « Repose-toi, petit guerrier », murmura-t-elle, en replaçant doucement la couverture sur ses épaules, avant de se diriger vers son bureau. Elle devait encore examiner quelques dossiers avant de rentrer chez elle, y compris celui d'Alexandre. Bien qu'elle ait délégué sa prise en charge directe, elle continuait de suivre chaque détail de son rétablissement avec une minutie obstinée, une contradiction qu'elle évitait d'analyser de trop près. C'est Camille qui lui annonça la nouvelle, alors qu'elle se servait une tasse de café, sa première depuis plusieurs heures. Vallier a convoqué une réunion urgente du conseil. 9 heures tapantes, lui dit-elle à voix basse, même si elles étaient seules. Thérèse dit qu'il prépare quelque chose de gros. Il a passé toute la semaine à téléphoner au ministère de la Santé. Isabelle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle connaissait trop bien les méthodes de Vallier pour imaginer qu'une réunion urgente ne cache rien de grave. Il a précisé le sujet? Camille secoua la tête. Il a juste parlé d'une question de sécurité institutionnelle, nécessitant une action immédiate. À 9 heures précises, la petite salle de réunion de la clinique était pleine à craquer. Les 6 membres du conseil d'administration, 3 médecins ruraux des villages voisins, le maire, un représentant de la communauté autochtone locale et un délégué du ministère de la Santé s'étaient installés sur des chaises dépareillées autour d'une table usée. Isabelle entra la dernière, remarquant aussitôt l'atmosphère tendue. Vallière, debout près d'un projecteur de fortune, l'accueillit avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Docteur Rameau, merci d'être parmi nous. Nous pouvons commencer. » Sans préambule, Vallier lança une présentation méticuleusement préparée. Des diapositives montraient des graphiques de coûts opérationnels, des extraits soigneusement sélectionnés du règlement intérieur, et enfin, des photographies prises discrètement d'Isabelle et Alexandre pendant la crise de la mine. Comme vous pouvez le constater, poursuivit-il avec une fausse inquiétude, la présence de M. Vidal a généré une situation irrégulière dans notre établissement. Du personnel détourné de ses fonctions habituelles pour une attention exclusive, des ressources limitées allouées à un seul patient, et le plus préoccupant, il marqua une pause dramatique, des preuves d'une relation personnelle inappropriée entre notre directrice médicale et le patient. La dernière image montrait Isabelle et Alexandre dans ce moment de vulnérabilité, après l'urgence à la mine, lorsqu'il avait essuyé la sueur de son front dans un geste intime. « C'est absurde !» s'exclama Isabelle en se levant, indignée. « Ces images sont totalement sorties de leur contexte. Nous étions en pleine urgence médicale critique. »
Le délégué de la santé, un homme austère dont Vallier avait patiemment cultivé les connexions politiques, s'éclaircit la gorge. « Docteur Rameau, personne ne remet en cause votre engagement professionnel, mais les éléments présentés suggèrent un risque important pour notre institution. Monsieur Vidal est un homme d'affaires au passé controversé et l'audit prévu pourrait interpréter cette situation comme un conflit d'intérêts. Sans parler, ajouta doucement Vallier, que Monsieur Vidal a lui-même exprimé son intention de déposer une plainte formelle pour ce qu'il considère comme une manipulation émotionnelle à des fins professionnelles. » Isabelle pâlit. Le mensonge était si flagrant qu'elle en resta sans voix un instant. « C'est entièrement faux, » parvint-elle enfin à articuler. « Jamais. J'ai ici le document préliminaire rédigé par son avocat, » l'interrompit Vallier en glissant un dossier sur la table. « Il est arrivé par fax ce matin. » Le document, habilement falsifié par un contact de Vallier à Paris, semblait authentique. Isabelle le lut rapidement, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Les accusations déformaient de façon grotesque chaque interaction qu'elle avait eue avec Alexandre. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour les membres du conseil. Le représentant de la communauté autochtone, M. Manuel, qui avait toujours soutenu Isabelle, tenta d'intervenir. « Peut-être devrions-nous entendre M. Vidal directement avant de prendre une décision. »« Je crains que le temps ne nous manque, » répondit Vallier. « L'audit est prévu dans 3 jours, et nous devons régler cette affaire immédiatement pour éviter des conséquences potentiellement désastreuses pour la clinique. » Le vote fut bref et sans appel. 5 pour, 1 contre. La résolution. Alexandre Vidal serait transféré immédiatement à l'hôpital régional de Grenoble pour terminer sa convalescence, et une enquête interne serait ouverte concernant la conduite professionnelle de la docteure Rameau. Lorsque la réunion prit fin, Isabelle resta figée, tentant de digérer ce qui venait de se passer. Vallier s'approcha, posant une main sur son épaule, qu'elle rejeta brusquement. « C'est mieux pour tout le monde, Isabelle, » murmura-t-il avec une compassion feinte. « Surtout pour toi. Cet homme t'aurait détruite comme Guillaume. » Sans répondre, Isabelle quitta la salle. Elle devait parler à Alexandre, comprendre s'il avait réellement initié cette plainte absurde, ou si, comme elle le soupçonnait, tout cela n'était qu'une autre manipulation de Vallier. Elle le trouva déjà prêt à partir. Un infirmier qu'elle ne connaissait pas terminait d'emballer ses maigres affaires tandis qu'une ambulance attendait dehors. « C'est vrai ?» demanda-t-elle sans détour, en refermant la porte derrière elle. « Tu as déposé une plainte contre moi ?» Alexandre la regarda, déconcerté. « De quoi tu parles ? Je n'ai déposé aucune plainte. Vallier a présenté un document de tes avocats, des accusations de manipulation émotionnelle, des menaces sur le financement de la clinique. » La compréhension éclaira le visage d'Alexandre. « C'est un piège, Isabelle. Jamais je ne ferai ça. Le conseil a voté ton transfert immédiat, » l'interrompit-elle, les mots se bousculant alors qu'elle tentait de remettre de l'ordre dans ses pensées. « Vallier a tout orchestré, mais je n'ai aucune preuve. Je ne sais même plus si je peux te faire confiance après ce que tu m'as dit. » Alexandre tenta de s'approcher, mais l'infirmier revint pour l'informer que l'ambulance était prête. « Nous n'avons pas le temps, » murmura Alexandre avec urgence. « Mais je te promets que ça ne s'arrêtera pas là. Je vais découvrir la vérité et te prouver que tu peux me faire confiance. » Alors qu'on l'aidait à monter dans l'ambulance, Alexandre se retourna une dernière fois vers Isabelle, qui se tenait sur le pas de la clinique, sa blouse blanche flottant doucement dans la brise matinale. « Je vais te prouver que je peux être l'homme que tu mérites, » murmura-t-il suffisamment fort pour qu'elle l'entende. « Je n'abandonnerai pas, Isabelle, pas cette fois. » Tandis que l'ambulance s'éloignait sur le chemin sinueux descendant de la montagne, Isabelle resta immobile, sentant une boule se former dans sa gorge et une pression dans sa poitrine qu'elle ne pouvait attribuer à la seule indignation professionnelle. À ses côtés, Camille apparut en silence. « Il n'a rien déposé, n'est-ce pas ?» demanda l'infirmière. Isabelle secoua lentement la tête. « Non, c'était Vallier. »« Ça va maintenant ?» Isabelle regarda l'ambulance disparaître dans un virage au loin, emportant un homme qui, contre toute attente, avait commencé à lui importer plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Maintenant, » répondit-elle avec une détermination retrouvée, « on découvre la vérité, et on se bat. » Ce qu'aucune des deux ne pouvait imaginer, c'est que, dans la défaite apparente de ce moment, se préparait le début d'une transformation qui allait changer à jamais non seulement leur vie, mais aussi le destin de toute la communauté, dépendant de cette petite clinique nichée dans les montagnes. 3 mois s'étaient écoulés depuis le départ forcé d'Alexandre. L'automne avait teinté les forêts environnantes d'ocre et d'or, tandis que la vie à la clinique Saint-Christophe tentait de retrouver une normalité étrangement vide pour Isabelle.
L'enquête administrative que Vallière avait lancée contre elle fut finalement classée sans suite, faute de preuves, mais le mal était fait. Un climat de méfiance s'était installé parmi le personnel et le conseil d'administration scrutait chacune de ses décisions avec une vigilance renouvelée. Ce matin de novembre, Isabelle parcourait distraitement le courrier lorsqu'une enveloppe officielle attira son attention. L'expéditeur, le ministère fédéral de la Santé. Le contenu lui coupa le souffle un instant. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle en relisant le document, tentant d'en saisir pleinement le sens. Camille entra avec les rapports matinaux, remarquant aussitôt la pâleur sur le visage de son ami. « Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as vu un fantôme. » Isabelle lui tendit le document d'une main tremblante. « Ils vont fermer la clinique dans 15 jours. » La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre parmi le personnel. L'explication officielle était une restructuration budgétaire, mais tous connaissaient la vérité. Vallier avait falsifié des rapports financiers pendant des années, détournant des fonds destinés aux rénovations et à l'entretien. L'audit qu'il avait lui-même précipité pour se débarrasser d'Alexandre avait fini par exposer ses propres irrégularités. Ironiquement, Vallier n'était pas là pour en assumer les conséquences. Il avait demandé un transfert pour raisons personnelles vers un hôpital à Lyon une semaine auparavant, comme s'il avait anticipé la tempête à venir. « Qu'allons-nous faire ?» demanda M. Manuel, le représentant autochtone au sein du conseil, lors de la réunion d'urgence convoquée ce jour-là. « Sans la clinique, nos communautés seront complètement abandonnées. L'hôpital le plus proche est à 5 heures, par des routes impraticables pendant la saison des pluies. » Isabelle observait les visages désespérés autour d'elle, médecins, infirmiers, personnel administratif, représentants communautaires. Tous dépendaient de cette petite institution, autant pour leur survie que pour le service vital qu'elle représentait. « Nous nous battrons », répondit-elle avec une détermination qu'elle ne ressentait pas vraiment. « Nous déposerons des recours juridiques, chercherons des donateurs privés, organiserons des manifestations si nécessaire. » Mais même en prononçant ces mots, elle savait que les chances étaient minces. Les décisions fédérales étaient rarement annulées, surtout lorsqu'elles concernaient des communautés rurales sans pouvoir politique. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités frénétiques. Isabelle dormait à peine, partageant son temps entre les soins aux patients et des efforts désespérés pour sauver la clinique. Appels aux élus locaux, lettres à des ONG internationales, interviews avec des médias régionaux, rien n'aboutissait concrètement. Une semaine avant la date prévue de fermeture, alors que la résignation commençait à s'installer dans l'esprit collectif, un événement inattendu survint. Un appel du cabinet du gouverneur régional annonça qu'une déclaration importante aurait lieu le lendemain concernant la clinique. La présence de tout le personnel et des habitants était demandée pour une cérémonie officielle. « Tu crois qu'ils ont annulé la décision ?» demanda Camille, laissant poindre un mince espoir. « Je ne sais pas », répondit Isabelle avec prudence. « Mais cela semble trop organisé pour une simple fermeture. » Le matin de la cérémonie se leva exceptionnellement clair. Une petite estrade avait été installée devant l'entrée principale de la clinique, décorée de fleurs locales et flanquée des drapeaux français et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une foule étonnamment nombreuse s'était rassemblée, patients, familles, habitants des villages voisins et même des journalistes de chaînes régionales. Le chef du département régional de la santé, un homme corpulent rarement vu dans les zones rurales, fut le premier à prendre le micro. « Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer un moment historique pour la communauté de Saint-Christophe et pour toute notre région, » entama-t-il sur le ton pompeux des discours de campagne. Ce qui semblait être la fin d'une institution vitale est devenu un nouveau départ grâce à un acte de générosité sans précédent. Isabelle, assise au premier rang aux côtés de Camille et de M. Manuel, échangea un regard perplexe avec ses collègues. « J'ai le plaisir d'annoncer, poursuivit le secrétaire, que la clinique Saint-Christophe ne fermera pas, bien au contraire. Elle deviendra le centre médical communautaire le plus avancé de la région grâce à un don de la Fondation Nouveau Soleil qui a racheté les installations et les a officiellement cédées à la communauté. » Un murmure de stupéfaction parcourut la foule. Isabelle avait l'impression d'être plongée dans une réalité parallèle où les miracles étaient possibles. « L'accord prévoit, poursuivit le représentant, que la propriété appartiendra de manière permanente à la collectivité, avec une fiducie garantissant son financement opérationnel pour les 20 prochaines années. De plus, une aile pédiatrique entièrement équipée sera construite et un programme de télémédecine sera mis en place en partenariat avec les meilleurs spécialistes du pays. » Des exclamations de joie interrompirent momentanément le discours.
Des gens pleuraient, se prenaient dans les bras, levaient leurs enfants comme pour qu'ils se souviennent à jamais de ce moment historique. « Et maintenant » annonça le secrétaire avec un geste théâtral, « j'ai le plaisir de présenter le représentant de la Fondation Nouveau Soleil, qui a souhaité remettre en personne le document officiel de donation. » Un homme s'avança vers l'estrade par le côté, s'appuyant légèrement sur une canne. Isabelle sentit l'air quitter ses poumons lorsqu'elle reconnut cette silhouette. Alexandre Vidal, vêtu simplement mais avec l'élégance innée qui le caractérisait, s'approcha du micro. Son regard, cependant, ne se porta pas sur le public, mais directement sur elle. La Fondation Nouveau Soleil, commença-t-il d'une voix calme, est née d'une expérience personnelle de transformation. Quand je suis arrivé dans cette clinique il y a quelques mois, j'étais un homme différent, arrogant, égoïste, convaincu que tout pouvait s'acheter. Mais ici, entre ces murs, grâce au dévouement inlassable de son personnel et surtout de sa directrice médicale, j'ai appris la véritable signification de la valeur et de l'engagement. Il avança lentement vers Isabelle, qui restait figée à sa place, incapable de comprendre ce qui se déroulait. Cette donation, poursuivit-il en s'approchant, n'est pas un acte de charité, c'est un acte de justice et de gratitude, et elle vient avec une condition. Le silence était total lorsqu'Alexandre s'arrêta devant Isabelle et, à la stupeur générale, s'agenouilla lentement, ignorant la douleur évidente que ce geste lui causait. « La condition, dit-il en la regardant droit dans les yeux, tout en lui tendant une enveloppe, est que la direction médicale reste entre les mains de la seule personne qui a su placer le bien-être de cette communauté au-dessus de tout intérêt personnel. » Isabelle prit l'enveloppe d'une main tremblante et l'ouvrit pour y trouver non seulement les documents de donation, mais aussi une lettre personnelle. Ses yeux se remplirent de larmes en lisant les mots écrits à la main. « Je ne veux pas que tu m'appartiennes. Je veux t'appartenir. À ton monde, à tes valeurs, à ta manière de concevoir l'amour comme un service et non comme une possession. Si tu me laisses essayer, je passerai le reste de ma vie à te prouver que je peux être digne de ce privilège. » La foule observait dans un silence respectueux, consciente d'assister à quelque chose de profondément intime, malgré le cadre public. « Qu'en dis-tu, Isabelle ?» demanda Alexandre à voix basse pour elle seule. « Me donnerais-tu cette chance ?» Le temps sembla suspendu, tandis qu'elle contemplait l'homme agenouillé devant elle. Ce n'était plus le millionnaire arrogant qu'elle avait connu, ni même le patient vulnérable qu'elle avait soigné. C'était quelqu'un de nouveau, d'authentique, né des cendres de l'orgueil et de la méfiance. Le cœur battant à tout rompre, Isabelle se leva de sa chaise, consciente de tous les regards fixés sur elle, mais concentrée uniquement sur les yeux ambrés qui la regardaient avec une espérance retenue. Sa réponse allait changer à jamais non seulement son destin, mais aussi celui de toute la communauté qui l'entourait. Le silence qui suivit la question d'Alexandre semblait s'étirer à l'infini. La foule retenait son souffle, tandis qu'Isabelle, immobile, revivait dans son esprit tous les événements de ces mois mouvementés qui avaient bouleversé sa vie. Des images défilaient comme les scènes d'un film. L'accident sur la route, les premières confrontations tendues, la crise lors de l'accident minier, ce baiser impulsif, les manipulations de Vallier, et enfin ce geste qui remettait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur l'homme à genoux devant elle. Alexandre attendait, exposant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée à personne, offrant son cœur non seulement à elle, mais devant toute la communauté. Ses yeux, autrefois calculateurs, reflétaient maintenant une espérance si sincère qu'il était impossible de faire semblant. « Comment puis-je être sûr que ce n'est pas encore une transaction de plus ?» demanda Isabelle à voix basse, cherchant une dernière confirmation avant de confier son cœur. Alexandre sourit avec une touche de tristesse et de compréhension. « Parce qu'il n'y a aucune condition, Isabelle. La clinique appartient déjà à la communauté, quelle que soit ta réponse. Et moi ?» Sa voix se brisa légèrement. « Je continuerai à essayer de devenir un homme meilleur, même si tu me refuses aujourd'hui. C'est la leçon la plus précieuse que tu m'as enseignée, que l'amour véritable ne possède pas, il libère. » Quelque chose se brisa en elle à cet instant. La dernière barrière de méfiance, le dernier mur protecteur autour de son cœur. Les larmes coulèrent librement sur ses joues, tandis qu'elle fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à se tenir devant lui. « Relève-toi » murmura-t-elle, en tendant ses mains pour l'aider. « Je ne veux pas que tu sois à genoux devant moi. Je veux qu'on marche ensemble, comme des égaux. » Lorsqu'Alexandre se releva, aidé par ses mains, leurs visages se retrouvèrent à quelques centimètres l'un de l'autre. L'électricité entre eux était presque visible, palpable,
comme un champ énergétique les enveloppant, les isolant momentanément du monde extérieur. « Je te pardonne », murmura-t-elle si doucement que lui seul put l'entendre. « Et je me pardonne d'avoir eu peur de ce que je ressentais. » Sans pouvoir se retenir plus longtemps, Isabelle franchit la dernière distance entre eux. Ses lèvres rencontrèrent celles d'Alexandre, dans un baiser qui n'avait rien à voir avec le premier, né de la confrontation et de la confusion. Celui-ci était un baiser d'acceptation consciente, de pleine reddition, de promesses silencieuses plus puissantes que n'importe quel contrat. L'explosion d'applaudissements et d'acclamations qui suivit les tira de leur bulle. Ils se séparèrent légèrement, soudain conscients du cadre public de leur réconciliation, sans pour autant cesser de se tenir l'un à l'autre. Camille fut la première à s'approcher, prenant Isabelle dans ses bras avec force, en lui soufflant à l'oreille. « J'ai toujours su que sous cette blouse de docteur sérieuse battait un cœur romantique. » Monsieur Manuel, les yeux embués de larmes, serra la main d'Alexandre avec une fermeté inattendue. « Bienvenue dans notre communauté, mon fils. Pas pour ton argent, mais pour ton cœur. » La cérémonie officielle se transforma spontanément en fête communautaire. Quelqu'un apporta des instruments de musique, les femmes du village arrivèrent avec des marmites débordantes de potées auvergnates et de galettes rustiques, et bientôt la cour de la clinique devint une fête improvisée où patients, personnel soignant et habitants partageaient ensemble la joie du moment. Pendant que la célébration battait son plein, Isabelle et Alexandre trouvèrent un moment d'intimité dans le petit jardin à l'arrière de la clinique. Assis sur un banc rustique sous un vieux cyprès centenaire, ils purent enfin parler sans la pression du public ni les jugements du passé. « Comment as-tu su ce qui se passait avec la clinique ?» demanda-t-elle, ses doigts entrelacés aux siens. « Je n'ai jamais cessé de surveiller, » admit Alexandre. « Quand on m'a transféré à l'hôpital de Grenoble, j'ai engagé des enquêteurs privés pour découvrir la vérité sur Vallier. Il ne m'a pas fallu longtemps pour confirmer mes soupçons sur ces manipulations. Et la fondation, elle est réelle ?» Alexandre sourit, déposant un baiser léger sur ses jointures. « Aussi réelle que ce que je ressens pour toi. Je l'ai fondée avec la moitié de ma fortune personnelle, pas seulement pour cette clinique, mais pour créer d'autres centres dans des communautés rurales. L'argent que j'ai accumulé pendant des années a enfin un but qui en vaut la peine. » Isabelle le regarda avec une admiration renouvelée. « Tu as changé. J'ai simplement retrouvé l'homme que je voulais être, avant que la peur et l'ambition ne me déforment, » corrigea-t-il. « Et tu as été le catalyseur de ce réveil. » Le rire d'enfant interrompit un instant leur échange. Un groupe de petits, dont le jeune Miguel, désormais remis de sa pneumonie, courait tout près, lançant de temps à autre des regards curieux vers le couple. « Tu sais ce qui m'a vraiment fait comprendre ce que je ressentais pour toi ?» demanda Alexandre, observant les enfants avec tendresse. « Te voir prendre soin de ce petit, une nuit où tu croyais être seul. La façon dont tu l'as tenu contre toi, sans rien attendre en retour, sans public pour t'applaudir, c'est ce soir-là que j'ai compris que l'amour véritable n'est pas un échange. C'est un don désintéressé. » Isabelle posa la tête sur son épaule, s'autorisant pour la première fois cette vulnérabilité qu'elle avait évitée si longtemps. « J'ai peur, » avoua-t-elle dans un souffle. « Pas de toi, mais de l'intensité de ce que je ressens, de la vitesse à laquelle tout est arrivé. »« Moi aussi, » répondit-il avec la même honnêteté, « mais je pense que la peur fait partie de l'amour vrai. Cela signifie que ce que nous avons est précieux et que nous avons quelque chose à perdre. » Le soleil commençait à disparaître derrière les montagnes, teintant le ciel de nuances cuivrées, semblables à celles qui baignaient leur première rencontre. Un symbole parfait, un cycle qui s'achevait pour en ouvrir un nouveau, plus lumineux, plus prometteur. « Et maintenant ?» demanda Isabelle, contemplant le crépuscule. « Ce que tu veux, » répondit Alexandre. « Je peux rester ici, apprendre à être utile à la clinique, où nous pouvons partager notre temps entre la ville et la montagne. La fondation aura besoin de supervision et il y a beaucoup à faire. Je veux les deux mondes, » décida-t-elle après un instant. « Ta ville et ma montagne, tes ressources et ma vocation. Je veux construire quelque chose de nouveau, ensemble. » Alexandre l'embrassa tendrement, scellant cette promesse mutuelle d'un avenir partagé. Quand ils revinrent à la fête, main dans la main, ils furent accueillis par des applaudissements chaleureux. La nouvelle de leur réconciliation avait déjà circulé parmi tous les présents, devenant une partie de la légende locale que l'on raconterait sans doute pendant des générations. Sous le ciel étoilé du Massif central, entourés de cette communauté devenue leur famille élargie, Isabelle et Alexandre dansèrent leur première danse ensemble.
Ce n'était ni une valse élégante comme celle qu'il avait connue lors des galas caritatifs à Paris, ni une danse folklorique comme celle qu'elle avait apprise dans les fêtes rurales. C'était quelque chose de nouveau, d'imparfait mais d'authentique, comme l'amour qu'ils avaient retrouvé contre toute attente. Et tandis qu'ils tournaient sous les étoiles, tous deux comprirent la même vérité essentielle, que la véritable rédemption ne vient jamais du pouvoir ou de la richesse, mais de l'humilité de reconnaître nos propres blessures et du courage de laisser quelqu'un d'autre les guérir par amour. Pour Alexandre Vidal, l'arrogant millionnaire arrivé inconscient dans cette petite clinique quelques mois plus tôt, la plus grande richesse fut le cœur d'une femme qui avait osé défier tout son univers et qui, ce faisant, lui avait appris à en construire un nouveau, infiniment plus précieux.